Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la formation d'orbitales moléculaires en combinant au moins 3 orbitales atomiques tout en restant qualitatif. Ceci va nous permettre, d'une part, de considérer les interactions asymétriques à 3 orbitales atomiques et, d'autre part, d'élaborer les schémas d'orbitales moléculaires, dits avec corrélation, pour les molécules diatomiques homonucléaires des atomes de la seconde période. Pour illustrer ce que nous avons vu dans la première partie sur les orbitales moléculaires et introduire quelques principes de base supplémentaires, intéressons-nous pour commencer au fragment CH, c'est-à-dire à l'interaction entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène qu'on aura isolé au sein d'une molécule. Choisissons l'axe Z comme étant l'axe internucléaire CH. Dans ce fragment CH, l'atome de carbone possède 4 orbitales atomiques de valence, 2s, 2px, 2py et 2pz. Et l'atome d'hydrogène, une seule orbitale atomique de valence, 1s. En termes d'énergie, l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène se situe entre les orbitales 2s et 2p de l'atome de carbone. On peut se demander pourquoi on se limite aux seules orbitales atomiques de valence en ne prenant pas en compte l'orbitale 1s de l'atome de carbone. La réponse découle de ce que nous avons déjà vu. L'orbitale 1s de C est une orbitale de Kerr, à très basse énergie, et donc sans interaction significative avec l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène. Rappelons en effet que pour 2 orbitales atomiques ayant un recouvrement non nul, plus l'écart en énergie entre les deux niveaux atomiques est grand, et plus l'interaction entre les orbitales est faible. Dans cet ensemble d'orbitales, les seuls recouvrements non nuls entre C et H sont ceux entre les orbitales 2s et 2pz de l'atome de carbone et l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène. Ce sont des interactions de type sigma. Si les interactions entre 2 orbitales atomiques ayant un recouvrement non nul et des énergies voisines sont simples, avec la formation d'un état liant et d'un état antiliant, qu'en est-il d'une interaction entre 3 orbitales, à savoir ici 2s, 2pz et 1s? Regardons ceci de plus près. En combinant 3 orbitales atomiques, nous savons que nous devons obtenir 3 orbitales moléculaires, puisque, rappelons-le, il y a autant d'OM que d'OA qui ont servi à les construire. 2 de ces 3 niveaux sont faciles à déterminer. Il existe un premier niveau impliquant une combinaison liante entre d'une part l'orbitale 2s de C et 1s de H, et d'autre part l'orbitale 2pz de C et l'orbitale 1s de H. Cet état sigma liant se situe à une énergie plus basse que l'énergie la plus basse des orbitales atomiques, c'est-à-dire en dessous du niveau 2s. Le mélange des orbitales 2s et 2pz sur le carbone conduit à un renforcement du lobe positif du côté de H et à une diminution du lobe négatif à l'opposé de H. Le résultat est analogue à une orbitale hybride sp sur l'atome de carbone, pointant vers l'atome d'hydrogène avec un recouvrement sigma liant. Les 3 lignes en pointillé indiquent les contributions à la construction de l'orbitale. De la même façon, un second niveau correspond à une combinaison antiliante entre d'une part l'orbitale 2s de C et 1s de H, et d'autre part l'orbitale 2pz de C et l'orbitale 1s de H. Cet état sigma antiliant se situe à une énergie plus haute que l'énergie la plus haute des orbitales atomiques, c'est-à-dire au-dessus du niveau 2pz. Comme pour l'état liant, la combinaison 2s de pz conduit à l'analogue d'une orbitale hybride sp en interaction antiliante avec l'orbitale 1s. Reste le troisième niveau, qui ne peut être qu'intermédiaire entre les niveaux liants et antiliants. S'il n'y avait pas l'orbitale de pz, la combinaison qui manquerait serait la combinaison antiliante 2s1s, puisque nous avons déjà pris en compte la combinaison liante 2s1s. Inversement, s'il n'y avait pas l'orbitale 2s, la combinaison qui manquerait serait la combinaison liante 2pz1s, puisque nous avons déjà utilisé la combinaison antiliante 2pz1s. Ces deux combinaisons, 2s1s antiliante et 2pz1s liante, sont celles qui déterminent la troisième orbitale moléculaire. On obtient alors une orbitale analogue à une orbitale hybride sp, dont le lobe négatif principal pointe à l'opposé de l'orbitale 1s. C'est donc une orbitale moléculaire liante, qu'on peut même qualifier de non liante, tant le recouvrement liant entre les deux parties de l'orbitale est faible. C'est un résultat général. La combinaison entre 3 orbitales atomiques donne 3 orbitales moléculaires. Une orbitale moléculaire liante à basse énergie, une orbitale moléculaire antiliante à haute énergie, et une orbitale moléculaire non liante ou quasi non liante à une énergie intermédiaire. Notez qu'on obtiendrait quelque chose d'équivalent si l'orbitale 1s était plus basse en énergie que 2s ou plus haute en énergie que 2pz. Pour terminer le schéma en énergie des orbitales moléculaires du fragment CH,
Il nous reste à positionner les deux niveaux moléculaires non liants issus des orbitales atomiques de px et de py. Ces deux orbitales constituent un état dégénéré, c'est-à-dire formé de deux états distincts situés à la même énergie. Ces états n'ont aucune contribution de l'atome d'hydrogène puisque les recouvrements entre les orbitales de px et de py de C et l'orbital 1s de H sont nuls. Voici le diagramme complet des orbitales moléculaires avec in fine, de bas en haut, un état liant, un état quasi non liant, deux états strictement non liants et un état antiliant. Nous sommes maintenant en mesure de construire des diagrammes moléculaires de molécules diatomiques, et en particulier ceux des molécules diatomiques homonucléaires pour les éléments de la seconde période. Regardons en premier lieu la molécule O2. Comme pour l'atome de carbone que nous venons de voir, nous avons pour chaque atome d'oxygène 4 orbitales de valence, 2s, de px, de py et de pz. Avec au total 8 orbitales atomiques, on attend 8 orbitales moléculaires résultant des interactions entre les atomes. Quelles sont les interactions qui ne conduisent pas à des recouvrements globalement nuls? Nous avons deux interactions indépendantes de type pi, de px de px et de py de py, et 4 interactions de type sigma, 2s de s, de pz de pz, mais aussi les interactions croisées de s de pz et de pz de s. Ce dernier groupe d'interactions, marqué ici en jaune, semble compliqué puisqu'il implique simultanément 4 orbitales atomiques. Nous allons cependant voir qu'on peut facilement se ramener à des interactions successives à seulement 2 orbitales. Pour cela, commençons par négliger les interactions croisées de s de pz et de pz de s, qui impliquent des orbitales avec des énergies différentes, et ne prenons en compte que les interactions entre orbitales identiques et de mêmes énergies. Les combinaisons linéaires de deux orbitales 2s donnent un état sigma ss liant et un état sigma ss étoile antiliant. Nous avons ajouté un indice G ou U au label des orbitales moléculaires pour préciser leur symétrie. G, de l'allemand Gerade, lorsque l'orbital est symétrique par rapport au point central, c'est-à-dire identique au niveau de la forme et avec le même signe après inversion par rapport au centre. Et U, de l'allemand Ungerade, lorsque l'orbital est antisymétrique par rapport au point central, c'est-à-dire identique au niveau de la forme, mais avec un changement de signe après inversion par rapport au centre. Ces indices G et U vont nous être très utiles dans un instant. De la même façon, les combinaisons des deux orbitales de pz donnent un état sigma pz-pz liant symétrique, et donc avec un indice G, et un état sigma pz-pz étoile antisymétrique antiliant, et donc avec un indice U. Ce type d'interaction sigma est fort car les lobes pointent l'un vers l'autre, ce qui implique un recouvrement important. Nous avons ensuite des combinaisons de type pi entre les deux orbitales 2px verticales. Deux choses à remarquer. Premièrement, comme nous l'avons indiqué dans la vidéo précédente, les interactions sont plus faibles pour un recouvrement pi que pour un recouvrement sigma, puisque, pour l'orbital moléculaire de type pi, les recouvrements sont latéraux et non frontaux. Par conséquent, la stabilisation de l'état liant et la déstabilisation de l'état antiliant sont plus faibles que celles que nous venons de voir pour l'interaction sigma pz-pz. Deuxièmement, c'est maintenant l'état liant qui est antisymétrique par rapport à l'origine, indice U, et l'état antiliant qui est symétrique, indice G. Ceci montre au passage que les caractères symétriques et antisymétriques ne sont pas liés aux caractères liants et antiliants. Nous obtenons des combinaisons analogues entre les deux orbitales py perpendiculaires à la figure. Les orbitales atomiques 2px et 2py ayant servi à construire les orbitales moléculaires pi étant dégénérées, les orbitales moléculaires pi-u px-px et pi-u py-py sont elles aussi dégénérées, tout comme le sont les orbitales moléculaires pi étoile g px-px et pi étoile g py-py. Avec ces différentes combinaisons, nous avons construit un diagramme d'orbital moléculaire dit sans corrélation, c'est-à-dire sans prendre en compte les interactions croisées permises de s de pz. Nous avons pour l'instant précombiné d'un côté les deux orbitales de s et de l'autre côté les deux orbitales de pz pour obtenir 4 orbitales moléculaires de type sigma. Nous devons maintenant combiner entre elles ces orbitales pour obtenir les orbitales moléculaires finales et un schéma dit avec corrélation, c'est-à-dire en prenant en compte les interactions croisées. Pour obtenir le diagramme avec corrélation, les règles de combinaison des orbitales moléculaires sont les suivantes. Règle 1. Deux orbitales moléculaires se mélangent si et seulement si elles ont la même symétrie. C'est pour ça qu'on a pris soin de noter le caractère symétrique avec l'indice G ou antisymétrique avec l'indice U des orbitales moléculaires que l'on a construites. Ainsi, sigma G SS ne peut se combiner qu'avec sigma G PZ-PZ.
de même que sigma étoile U SS ne peut se combiner qu'avec sigma étoile U PZPZ. Nous retombons ainsi sur des interactions avec seulement deux orbitales. Règle 2. Deux orbitales moléculaires se mélangent pour donner deux nouvelles orbitales moléculaires, avec pour l'une une combinaison en phase, c'est-à-dire stabilisante, et pour l'autre une combinaison en opposition de phase, c'est-à-dire déstabilisante. C'est l'analogue des combinaisons liantes et antiliantes pour les orbitales atomiques, mais sans un lien direct avec liant et antiliant comme nous allons le voir dans un instant. Règle 3. L'interaction entre deux orbitales est d'autant plus faible que la différence d'énergie entre ces orbitales est plus grande. Corrélativement, la contribution à la nouvelle orbitale est d'autant plus faible que le niveau d'énergie résultant est loin du niveau de départ. C'est la même règle que pour la combinaison de deux orbitales atomiques d'énergie différente. Regardons ce que cela donne avec les 4 orbitales de type sigma que nous avons obtenues dans notre schéma sans corrélation. Laissons pour l'instant de côté les orbitales moléculaires de type pi qui ne sont pas concernées par la corrélation. Comme nous venons de voir que seules peuvent se combiner des orbitales moléculaires de même symétrie, commençons par la combinaison des orbitales sigma symétriques repérées par l'indice G. Les deux orbitales sigma G sont liantes. L'orbitale moléculaire liante sigma G SS se combine avec l'orbitale sigma G PZPZ pour donner un état moléculaire 1 sigma G encore plus liant, comme le souligne la représentation symbolique entre crochets. Cette orbitale 1 sigma G est plus basse en énergie que le niveau de départ le plus bas, et la contribution de sigma G PZPZ est faible. En d'autres termes, le coefficient de sigma G PZPZ dans la combinaison linéaire des orbitales moléculaires est petit. A l'opposé, l'orbitale moléculaire liante sigma G PZPZ se combine avec l'orbitale sigma G SS pour donner un état moléculaire 2 sigma G moins liant, comme le montre à nouveau la représentation symbolique entre crochets. Cette orbitale 2 sigma G est plus haute en énergie que le niveau de départ le plus haut, et la contribution de sigma G SS est faible. Le coefficient de sigma G SS est petit par rapport à celui de sigma G PZPZ. Classiquement, on numérote les orbitales de même symétrie de bas en haut. Ici, 1 sigma G, puis 2 sigma G. Il est important de noter que les représentations symboliques ne donnent qu'un aspect très qualitatif de la forme réelle des orbitales, mais elles sont très utiles pour déterminer sans calcul les signes des combinaisons. Passons maintenant aux orbitales sigma antisymétriques repérées par un indice U. Elles sont toutes les deux antiliantes. Le principe de construction des nouvelles orbitales moléculaires est le même que celui que nous venons de voir pour les orbitales symétriques. Nous obtenons un état 1 sigma étoile U plus bas en énergie que le niveau de départ le plus bas, donc moins antiliant que l'orbitale moléculaire de départ. Et un état 2 sigma étoile U plus haut en énergie que le niveau de départ le plus haut, donc plus antiliant que l'orbitale moléculaire de départ, comme le suggèrent les représentations symboliques entre crochets. Là aussi, les contributions à la formation des orbitales moléculaires finales, c'est-à-dire les coefficients dans les combinaisons linéaires, sont forts pour les orbitales moléculaires les plus proches en énergie et faibles pour les orbitales moléculaires les plus éloignées en énergie. Revenons au diagramme complet, sans corrélation, des orbitales moléculaires de O2. Nous avons placé les orbitales atomiques des deux atomes d'oxygène sur le côté gauche de la figure pour libérer de la place sur la droite. Ajoutons justement à droite l'effet de la corrélation. Nous avons vu que les deux orbitales de symétrie sigma G se combinent pour donner 1 sigma G et 2 sigma G. De même, les deux orbitales de symétrie sigma étoile U se combinent pour donner 1 sigma étoile U et 2 sigma étoile U. L'effet est d'écarter les niveaux de départ de la même façon que dans la combinaison de deux orbitales atomiques de niveaux d'énergie différents, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Au final, pour O2, cela ne change pas l'ordre des orbitales moléculaires, et le schéma sans corrélation peut être considéré comme une bonne approximation du schéma d'orbital moléculaire. Mais que se passerait-il si l'interaction était plus forte, c'est-à-dire si la différence d'énergie entre les orbitales atomiques 2s et 2p était plus petite? Eh bien, on verrait le niveau 2 sigma G passer au-dessus des niveaux pi U. Et dans ce cas-là, il faudrait absolument prendre en compte la corrélation pour obtenir la bonne succession des orbitales. C'est ce que nous allons maintenant regarder. Voici la variation des niveaux atomiques 2s et 2p lorsqu'on parcourt la partie droite de la seconde période. On voit que les deux niveaux de valence, 2s et 2p, baissent en énergie lorsqu'on passe du bore au fluor, ce qui résulte de l'augmentation de la charge nucléaire effective perçue par les électrons de valence et induit une augmentation de l'électronégativité. Cependant, on note que l'abaissement est nettement plus grand pour 2s que pour 2p, ce qui engendre un écart entre les niveaux 2s et 2p qui augmente de B à F.
Nous avons vu que plus l'écart était faible, plus la corrélation était importante. Regardons donc l'effet de cette corrélation sur les niveaux d'énergie lorsque l'écart en énergie entre 2S et 2P diminue, c'est-à-dire lorsqu'on remonte la période du fluor au bord. Portons particulièrement notre attention sur le niveau 2σg, marqué ici en rouge. Pour mieux distinguer les interactions croisées des interactions entre orbitales atomiques de même nature, nous les avons indiquées par des lignes pointillées en jaune. On voit qu'à partir d'un certain écart, en fait entre l'oxygène et l'azote, la corrélation fait passer le niveau 2σg au-dessus du niveau πu, ce qui change l'ordre des états moléculaires. Pour B2, molécule instable observée à l'état gazeux, la corrélation est importante. Il y a donc une inversion des niveaux 2σg et πu. Le remplissage des orbitales moléculaires de valence, avec des électrons, conduit alors à la présence de deux électrons non appareillés, et par conséquent à une molécule paramagnétique. L'indice de liaison est égal à 1. Notez qu'un schéma sans corrélation donnerait une molécule diamagnétique, ce qui ne correspondrait pas à l'observation. Notez aussi que le schéma de Lewis ne peut pas prédire un comportement paramagnétique. De la même façon, le schéma des orbitales moléculaires de valence de la molécule C2, observé par exemple dans les arcs électriques ou les flammes de combustion des hydrocarbures, nous indique un comportement diamagnétique, alors qu'un schéma sans corrélation conduira à une molécule paramagnétique. La molécule de diazote est diamagnétique, avec un indice de liaison de 3. Un schéma sans corrélation donnerait les mêmes comportements, mais serait néanmoins erroné. Remarquez que le niveau 2σg est juste au-dessus des niveaux πu. Avec O2, on retrouve la première molécule diatomique où il n'est plus nécessaire de faire appel à la corrélation pour trouver le bon ordre des orbitales moléculaires. La molécule est paramagnétique, ce que confirme l'expérience, avec un indice de liaison égal à 2. Il est important de voir que ceci ne peut pas être prédit par la structure de Lewis, qui indique bien une double liaison, mais par contre prédit un comportement diamagnétique. Voici enfin le schéma des orbitales moléculaires pour F2, qui indique un comportement diamagnétique et un indice de liaison égal à 1. Cette vidéo nous a permis de compléter notre compréhension de la formation des orbitales moléculaires, pour des cas relativement simples impliquant simultanément 3 ou 4 orbitales atomiques. Les principes établis nous ont permis d'élargir les concepts de combinaison de deux niveaux pour former un état liant et un état antiliant, et d'analyser les molécules diatomiques homonucléaires des éléments de la seconde période. Ces principes sont applicables pour établir d'autres schémas moléculaires, comme par exemple celui de CO.